Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire dans 2 livres que j'ai logiquement intitulés « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux qui partagent la même passion que moi. Bonjour Kevin Ribeiro. Bonjour. Alors Kevin, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter en quelques mots ? Oui, donc moi je suis donc Kevin, j'ai 35 ans. J'habite dans le 95 et j'ai 2 filles aujourd'hui. Je suis marié, enfin une vie bien rangée, on pourrait dire. Et du coup voilà, je supporte le PSG depuis très longtemps. Aussi loin que je me souvienne, je dirais depuis que j'ai 5-6 ans, depuis que j'ai commencé le foot en fait. Et voilà, donc c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Très bien. Alors justement, peux-tu nous raconter d'où te vient ton attrait pour le football ? De mon père, tout simplement. C'est la transmission du foot. Il m'a inscrit au foot à 5 ans dans le club de ma ville. Et puis après, c'est parti. J'ai jamais lâché en fait une seule fois quasiment jusqu'à mes 26 ans, on va dire, le foot. Donc j'ai fait tout ça de A à Z. Donc vraiment, le foot, ça a été une partie... la plus grande partie de ma vie et j'étais donc joueur, coach, j'ai vraiment tout fait dans le foot, j'ai tout essayé, même arbitre, enfin vraiment tout de A à Z quoi. Et alors Ribeiro, c'est d'origine portugaise, ouais. Ça. Et ton père, il était pour un club portugais ou ? Oui, il était il est toujours, Oui. Il est toujours pour Benfica, transmis par son père à lui, donc mon grand-père qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais du coup il était supporter de Benfica. Mon père est pas né en France, donc du coup il était vraiment au départ dans le foot portugais, donc vraiment le Portugal. Et quand il est arrivé en France, son premier match au Parc des Princes, c'était le PSG Real avec Camboiré. Ah, voilà. Donc pour l'anecdote, il a sauté la grille ce jour-là et il a vu le match gratuitement à Auteuil. D'accord. À l'époque, il n'était pas vraiment à Auteuil, mais Ouais. enfin, entre guillemets. Ça commençait. C'était le début. Mais du coup, c'était son premier match au Parc des Princes quelques années après qu'il soit arrivé en France. Donc, c'était vraiment ça. Même si avant, il suivait déjà à la radio, etc., à la télé. Donc, voilà. Mais c'est vraiment son premier match au Parc, c'est ça. Donc, c'est assez marrant de dire que son premier match, c'est historique. Donc, il m'a transmis, en fait, ce truc-là dès le début. En fait, le PSG, c'était vraiment ça. Et qu'en fait, au Portugal, le foot, c'est vraiment hyper important. Et un peu moins en France, mais au Portugal, c'est vraiment quelque chose d'ancré dans les coutumes, etc., dans la vie de tous les jours même. Et du coup, il m'a transmis ça dès le début et c'est comme ça que c'est parti. Alors, PSG Real Madrid 93, il y a du Arthur Jorge, il y a du Ricardo, du Valdo. Il y a du portugais. Ça parle Benfica, ça parle portugais. Ouais, il y a du Benfica, il y a du portugais. Donc, c'est vraiment... Ouais, c'est... Je sais qu'il y a une grosse communauté de toute façon portugaise en Ile-de-France et c'est vrai que je pense qu'à ces époques-là, ça a dû beaucoup jouer. Je connais beaucoup de Portugais au stade, que ce soit à Auteuil ou ailleurs, mais il y en a beaucoup, il y en a énormément. Donc ouais, c'est vrai que ça a beaucoup joué aussi, à mon avis, peut-être sur l'attrait de la chose. Et puis de toute façon, en habitant en Ile-de-France, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de club autre que le PSG et c'était logique de supporter le club d'à côté, quoi, en Ligue 1, enfin Division 1 à l'époque. Donc c'était vraiment ça, quoi. Alors 1993 pour ton papa et toi ? Et moi, mon premier match, c'était en 97, c'est un PSG Lens avec la Madjer de Rail. Ah oui. Donc pas mal aussi en termes d'histoire. C'était en tribune G. À l'époque, il n'y avait pas évidemment les authentiques. C'était la tribune club, de la région Île-de-France, je crois. Et le club où j'étais, donc le club de ma ville, il était club filleul du PSG. Et du coup, il nous emmenait gracieusement dans cette tribune et ça a permis aussi de lancer un peu la magie du PSG. Parce que 97, j'ai 8 ans. J'ai même pas 8 ans encore parce que je crois que c'est en hiver, je sais plus. J'ai même pas 8 ans. Je dois avoir 7 ans et des bananes. Et c'est vrai que ça a commencé à lancer la chose du PSG. Et après, en dehors de ce club qui nous emmenait quand même plusieurs fois par saison au Parc des Princes, du coup, mon père continuait à m'emmener en dehors de tout ça. Et les premières années, je faisais entre 10 et 15 matchs au Parc par saison, entre la Coupe de France, la Coupe d'Europe, puisqu'il y avait déjà la Coupe d'Europe à l'époque. La Coupe d'Europe, Coupe de France et championnat, je faisais entre 10 et 15 matchs par saison, ouais. Pas mal. Donc c'est pas si mal, ouais. Ton club était proche du PSG, t'as déjà joué sur la pelouse du Parc ou était ramasseur ? Oui, alors le tournoi du PSG sur la pelouse du Parc, oui. Sans beaucoup de gens dans les tribunes, mais quand même c'était sympa avec des clubs internationaux, Benfica, Real Madrid, Inter Milan, enfin des trucs vraiment sympas. Ramasseur de balles une fois en 2004, un PSG Toulouse. Et on a fait aussi le Challenge Wanadoo
à l'époque où c'était moitié où on courait depuis le milieu de terrain et moitié on tirait des coups francs et on centrait depuis les côtés. Donc moi j'ai tiré mon coup franc devant Auteuil, j'ai marqué mon coup franc, heureusement, sinon je me serais fait chambrer je pense. Et après derrière on tire des centres et ils doivent mettre des reprises de volée dans la surface. Alors pour l'anecdote, moi j'ai fait aussi le trophée Wanado un peu avant toi, mais j'avais pas marqué. Mais voilà, c'est pas le sujet du jour. Donc oui, donc pas mal d'émotions finalement gamin déjà avec le Parc des Princes. Ouais, c'est en fait le souvenir que j'ai de ce PSG Lens, bon, outre la manière de rail, c'est vraiment le bruit en fait, vraiment le bruit, l'atmosphère avant le match, le bruit autour du Parc des Princes, le bruit dans le Parc des Princes et en fait la tribune G collée à Auteuil, forcément l'œil quand on est gamin c'est attiré par drapeau, tout ce qui est visuel, etc. Je pense que à 7-8 ans le foot c'est bien, enfin, on connaît le foot, on commence à apprendre les choses, etc. Mais c'est difficile de suivre tout un match entier en tribune en étant jeune. Je l'ai fait avec ma fille il y a pas longtemps, donc voilà, je le sais que c'est compliqué. Et en fait, on est plus attiré par la tribune presque que par le terrain. Et en fait, ça commence par là de vraiment regarder cette tribune et se dire c'est là que je veux être en fait quand je serai plus grand. Parce qu'on sait qu'au début c'est pas possible, mais c'est là que je veux être quand je serai plus grand et animer ça et en fait être acteur de ce qui se passe sur le terrain. Et alors justement, c'est là où tu vas aller finalement quelques années plus tard au virage Auteuil. Mes premiers matchs à Auteuil, je pense que c'est 2000 ou 2001. J'ai plus vraiment de souvenirs parce que en fait mon père a été abonné, etc. Il m'a emmené à droite à gauche. Mais je crois que c'était 2001 le premier match à Auteuil. Et après ça a pas bougé. Donc là t'es jeune là, 2001. Là 2001, ouais, j'ai 12 ans. Ouais, 12 ans, c'est ça, 2001, j'ai 12 ans. Pas mal. Donc voilà, on était à Auteuil jaune, Auteuil bleu tout en haut. Auteuil jaune pour les plus anciens, mais c'est vrai que c'était tout en haut, donc on voyait, on sait qu'au parc on voit bien de partout, donc c'est pas un problème. Mais on était tout en haut pour être un peu loin des noyaux, etc., pour bien voir le match. Et puis au fur et à mesure, ça descend, et puis quand on grandit, on est plus dans le bloc avec tout le monde et on essaie de pousser à fond l'équipe. Et donc là, tu rejoins une association à un moment ? Alors, au début, non. Et en fait, je fais une rencontre au lycée. Donc, tout ce qui est collège, etc., je continue à aller au Parc des Princes. Mon club est toujours club filleul. Il y a toujours des matchs qui sont faits. Moins, après, beaucoup moins. Mais mon père continue de m'emmener, etc. Et en fait, je fais une rencontre au lycée d'un ami à moi, qui est toujours mon ami aujourd'hui, qui en fait est lui carté donc au Supra Auteuil. Et quand je vais au stade maintenant, mon père ne veut plus trop y aller et du coup j'y vais presque seul au début. Je rencontre 2-3 personnes, etc. Mais lui, il m'emmène avec lui, avec son père qui lui est abonné depuis presque 25 ans ou 30 ans je crois. À Auteuil aussi. Donc non, son père était abonné à Boulogne. D'accord. Donc il était vraiment Boulogne, donc vraiment tout en haut de Boulogne, rien à voir avec tout ce qui se passe à Boulogne évidemment à cette époque-là. Mais il était à Boulogne. Et son fils son fils est réunionnais, donc il est effectivement métis, donc évidemment voilà, c'est toujours cette partie compliquée, mais donc à Auteuil, et en fait il m'emmène première fois dans le bloc vraiment Supra, il me fait rencontrer des gens, je serre la main des gens que je connais pas, mais que je comprends que c'est des gens qui sont influents, importants dans le groupe, et au fur et à mesure des choses, j'y vais à tous les matchs avec lui. Son père m'emmène, il nous dépose devant Auteuil, après il va se garer. Donc nous, on est vraiment à l'avant-match, on est vraiment là tout le temps, etc. Et ça permet vraiment de rencontrer des gens, de comprendre la chose et évidemment de commencer ses premiers déplacements. Parce que en fait, c'est grâce à lui que je me rends compte qu'il y a une table, qu'il y a tout ça, qu'on peut s'inscrire. Et donc là, ouais, je suis en première, donc j'ai 15 ans. 15 ans, ça doit être ça. Vu que j'ai pas redoublé, ça doit être 15 ans. Et donc voilà, je commence mes premières animations, je fais du drapeau, je fais mes premiers déplacements, etc. Donc c'est vraiment là où ça commence et c'est grâce à lui que je rentre là-dedans en fait en 2006 du coup. Et à ce moment-là, les Supras sont un très gros groupe avec beaucoup d'adhérents, plusieurs centaines et même plusieurs sous-groupes à l'intérieur. Et donc toi, tu arrives à t'intégrer alors que tu es jeune, tu arrives à être accepté. Oui, parce que alors oui, il y a plein de sous-groupes, ça c'est clair. En bas, en haut, il y a vraiment plein de choses. Et en fait, mon pote, il est vraiment plutôt en haut du groupe, donc à la porte qui est au-dessus des Supras. Et il y a un sous-groupe qui s'appelle donc les microbes, qui sont que des jeunes. Vraiment, notre tranche d'âge, on va dire entre 15 et mais je pense même pas 20 ans en fait. Les gens même pas 20 ans. Et je me retrouve là avec tous ces gens-là. Et en fait, c'est là où ça commence vraiment, où on se dit, bah ouais, on peut être intégré.
Et en fait, ça commence vraiment ça. C'est là où je me dis que je peux faire un truc là-dedans et ça peut être sympa et on peut bien s'amuser. Et en fait, c'est là où, au Microbe, où tout démarre, quoi. Microbe, c'est là où il y a quelques temps la porte 400, c'est ça, pour situer géographiquement? Oui, ouais, c'est ça, la porte 411 aujourd'hui, au virage Auteuil, mais à l'époque, je me rappelle même pas s'il y avait un numéro ou quelque chose, je crois qu'il y avait rien. Sûr, ouais. Mais elle s'appelait, pour nous, c'était la porte Microbe. Tout en haut. Voilà, dans exactement. le jaune. Auteuil jaune, c'est pour ça que les microbes à l'époque ont pris la couleur jaune. Et donc ça commence de là. Donc ouais, c'est ça, c'est vraiment tout en haut, au-dessus du bloc Supra, vraiment derrière le bloc, vraiment pour le coup. Et on essaie d'animer un peu tout ce qui se passe au-dessus, parce qu'au-dessus c'est un peu pas mort, mais c'est vraiment des gens passionnés aussi, hein, mais qui regardent plus le foot qu'ils n'animent la tribune, ce qui est assez logique, hein, même dans des tribunes comme ça. C'est pas choquant. Et du coup, on essaie vraiment d'animer tout ce qui se passe là-haut. Et donc là, tu commences à faire les déplacements avec les Supra. Oui. Mon premier déplacement, je crois que c'est un Le Havre PSG, dans l'ancien stade, du coup, pas dans celui actuel, mais dans l'ancien stade, ça devait être 2007, quelque chose comme ça. Je me souviens plus de l'année 2007 ou 2008, hein, quelque chose comme ça. Et après, j'enchaîne, il y a Lille, il y a Nantes, il y en a plusieurs après qui viennent. Et en fait, dès que j'en goûte un, ça a un goût de reviens-y et c'est parti, on enchaîne et on fait plein de déplacements. Et donc pendant 2 ans, 3 ans presque, jusqu'en 2010 en fait, on enchaîne pas mal de déplacements. Et là, tu vas dans la vie du groupe. Je crois qu'il y avait un local vers Saint-Denis, vers le Stade de France. Ou... Oui. Ouais. Le local des Supra, il était effectivement vers Saint-Denis, pas très loin du Stade de France, dans une petite rue. J'y suis allé 2 ou 3 fois, je dirais, toujours avec ce même ami qui m'emmène, qui me fait découvrir les choses. Donc je rentre dans le local, c'est super sympa, il y a des décos partout, c'est magnifique, il y a baby-foot, ça joue, etc. Et puis avant des déplacements comme Marseille, tout le monde se retrouve là-bas, ça part du local, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour la vie du groupe. Moi, j'ai toujours un peu ce côté parental qui me bloque un peu parce que, on va pas se mentir, au lycée, je suis complètement hors sujet parce que le PSG me prend énormément de temps. Et donc, évidemment, hors sujet au lycée, donc les parents qui blanquent un peu, donc j'essaye de me débrouiller un peu comme je peux. 2-3 mensonges à droite à gauche, dédicace à mon papa et à ma maman qui peut-être m'écouteront. Mais 2-3 mensonges à droite à gauche, aujourd'hui ils sont au courant, on en rigole, mais du coup qui me permettent de faire des déplacements notamment à Marseille, qui est un déplacement hyper important, donc voilà. Donc t'étais censé être en cours et en fait t'étais à Marseille. Alors pas en cours parce que c'était le week-end, mais j'étais censé dormir chez ce même ami qui habite pas très loin de chez moi à pied, et en fait non, pas du tout, on n'est pas du tout chez lui, on est complètement dans un car en train de faire des centaines de kilomètres. Moi je vais dormir chez un pote et en fait t'es au stade Vélodrome. C'est un peu ça, mais du coup c'est vrai que le premier déplacement malheureusement c'est pas ce que j'attends, puisque je vois pas le Vélodrome, puisque c'est le jour où il y a la grippe A, la grippe A, c'est ça. En 2009. Voilà, donc pas de chance. Mais t'arrives à Marseille ou vous êtes recalé avant? Ouais, on arrive à Marseille. Je me retrouve à la gare Saint-Charles, en haut du parvis là. Avec tu fais partie de ceux qui ont descendu. En fait, on suit la masse. On suit la masse. On se retrouve dans la rue et puis on suit tout le monde et on se retrouve en fait en plein centre de Marseille à 9h du matin. Comme ça, en plein milieu, en train de chanter des chants du PSG. Donc, c'était assez épique comme moment. Mais, et prendre des flèches d'arbalète aussi. Ouais, ce jour-là, il s'est passé tellement de choses. Je pense que j'ai des souvenirs très précis de plein de choses. Notamment, il y a une personne qui se fait malheureusement renverser par une voiture et je le vois, il est à peut-être 150 mètres de moi, donc c'est un peu plus devant. Et je vois en fait son corps un peu s'envoler, etc. Donc, c'était vraiment... il faut pas se mentir, c'était dangereux, mais en fait sur le coup on se rend pas compte, on est avec tout le monde et en fait on se rend pas vraiment compte, et c'est quand on voit des choses comme ça qu'on se dit quand même là c'est chaud. T'as pas eu peur sur le moment? Sur le moment non, parce qu'avec l'adrénaline, etc., on est dans le truc et du coup on se rend pas vraiment compte, et c'est après qu'on réagit en fait. C'est dans le TGV du retour, puisqu'on rentre en TGV à la gare. Et en fait dans le TGV du retour on se dit mais en fait c'était fou, c'était n'importe quoi, on aurait pu vraiment, il y a des gens qui auraient pu y passer ce jour-là en fait, vraiment. Donc c'est compliqué, mais c'est des choses qu'on a vécues. Aujourd'hui, on en rigole parce que c'était pas très drôle, mais on en parle avec une nostalgie assez certaine. Ouais. Qu'est-ce que pour toi la mentalité ultra? La mentalité ultra, c'est un vaste sujet qui va tellement être différent en fonction des gens. Pour moi, la mentalité ultra, c'est être au stade, chanter 90 minutes, soutenir son équipe, peu importe, victoire, défaite, et défendre les couleurs de son club. Et c'est vraiment être impliqué à 100% dans la vie des tribunes, en fait.
même si c'est des petites actions, parce que tout le monde ne peut pas, ce qu'on appelle les permanences, aller peindre des tifos, on a tous école, on a tous un travail, etc. Il y a des gens qui le peuvent et tant mieux, et c'est ça qui fait vivre le groupe. Il y a des gens qui ne le peuvent pas, donc c'est par des petites actions quand on est les jours de match au stade, aider à ranger les drapeaux, aider à mettre les drapeaux avant le match, etc. Toutes ces petites actions, en fait c'est des actions peut-être de fourmis au départ, on ne se rend pas compte, mais en fait ça aide tout le groupe. Et voilà, donc c'est vraiment cet ensemble de supporter l'équipe, d'être là 90 minutes, de ne jamais lâcher, peu importe victoire ou défaite, et d'être actif dans le groupe, même par des petites actions. Voilà, je pense que c'est assez bien résumé. Alors toi, en 2009, donc tu es assez jeune, encore. Tu découvres le virage Auteuil, enfin depuis quelques années, le mouvement ultra, tu commences à prendre tes aises, mais arrive du coup 2010, et le décès de Yann Laurence, et le plan Le Pou. Comment tu vis toute cette période-là ? C'est hyper dur parce que ça fait 3 ans qu'on est que je suis vraiment intégré dans les Supra, que je commence vraiment à connaître un peu tout le monde, surtout au microbe, pas forcément au Supra, même si on se croise dans les cars, etc. Vraiment au microbe, on commence à connaître un peu tout le monde. C'est vraiment, on devient pas une petite famille, mais presque. Et arrive 2010, moi je vis la chose depuis les coursives. Donc je suis en coursive à Auteuil. Je sens qu'il y a déjà avant le match, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est pas comme d'habitude. Mais je saurais pas expliquer pourquoi, mais avec le recul, ce jour-là, c'était pas comme d'habitude vraiment. Moins de policiers, moins de plein de choses. Il y avait une atmosphère bizarre. Et donc je vois donc débarquer toute cette masse depuis Boulogne qui normalement ne peut pas passer par là puisque normalement c'est bloqué, donc on ne sait pas comment ils arrivent de là. Et donc pendant 15, au moins 15, je sais plus combien de temps ça a duré vraiment, mais au moins 15 bonnes grosses minutes, et c'est long, 15 minutes, où en fait les gens se foutent dessus, hein, vraiment littéralement, et que la police n'intervient pas, et qu'en fait on se rend compte que ça part complètement en vrille. Au départ, je me rends pas compte qu'il se passe quelque chose de grave, parce que on voit, ça part de partout, il y a des gens par terre, il y a des gens debout, il y a des gens qui courent dans tous les sens, il y a des lacrymogènes qui sortent de partout, et puis à un moment donné, la police arrive, les CRS arrivent et séparent un peu tout le monde, et ça s'arrête. Le match démarre dans une ambiance catastrophique, il faut pas se mentir, c'était horrible. J'en ai des frissons rien qu'en parlant, c'était très bizarre. Et pendant le match, je crois que c'est pendant le match, j'apprends qu'effectivement il y a quelqu'un qui est dans le coma, mais au départ je sais même pas si c'est Auteuil, Boulogne, quelqu'un d'indépendant, on n'en sait rien. Et c'est que je crois que c'est à la fin du match, en sortant, ça commence à beaucoup parler, puisqu'évidemment à la fin du match, on se pense que ça va continuer, même s'il se passe rien. Mais du coup on apprend que c'est quelqu'un qui effectivement de Boulogne qui est parti à l'hôpital, apparemment inconscient. Sur le coup je tilte pas trop, on reprend notre vie normale, c'était un dimanche soir, le lundi on retourne... Là, je commençais à travailler. Donc, je retourne au travail le lundi et en fait, je commence à voir les articles qui tombent au fur et à mesure. Et là on se dit, oula, là, c'est dangereux. Je sais plus combien de temps il reste dans le coma, mais il meurt quelques jours plus tard. Et là, s'ensuit toute une série de décisions, que ça soit les nôtres, celles du PSG, celles des pouvoirs publics, où en fait, on arrive à la fin, donc à cette dissolution de plusieurs groupes. Et du coup, à la fin de l'ère, des tribunes au PSG, en tout cas, comme on l'entendait avant, avec des groupes qui disparaissent. Mais sur le coup, tout le monde dit on boycotte, on n'y va plus, c'est fini. Donc après les matchs suivants, après PSG Marseille, je crois qu'il y a quasiment plus rien. Les gens sont là, mais il y a plus de chants, il y a plus rien. Il se passe plus rien. C'est vraiment une animosité folle entre en face Boulogne et nous. Et à tout moment, on a peur que ça reparte comme ça et qu'ils débarquent devant Auteuil et que ça recommence par vengeance. J'ai une anecdote d'ailleurs à ce niveau-là. Je vais à Center Park 3 mois après, au mois d'avril, vacances de Pâques, avec mon frère, ma femme et un ami à mon frère. Et en fait, j'ai un pull des Supra Auteuil sur moi. Et on était en vélo, je dépose mon vélo et là j'ai un homme qui me tape dans le dos. Il me fait une petite tape dans le dos, il me dit excuse-moi. Et en fait, je me retourne, je vois un gars de 1m95, sans mentir, 1m95, 95 kg, bref, une montagne. Et il me dit t'enlèves ton pull maintenant, sinon je le brûle. Et là, il a les larmes aux yeux et il me dit t'as tué mon pote. Donc je comprends que c'est un ami de la personne qui est décédée quelques semaines auparavant. Et en fait, y a ma femme, il y a mon petit frère qui a peut-être 15 ou 16 ans à ce moment-là. Donc voilà. Je lui dis que je vais partir à la piscine, que je vais enlever mon pull quand je serai à la piscine et que voilà. Donc là, il commence à vouloir vraiment me rentrer dedans et à sa femme qui arrive,
qui lui dit non, pas ici, et il s'en va. Il me dit si je te revois avec le pull dans le week-end, évidemment, tu sais ce qui se passe. Donc voilà, c'était une anecdote par rapport à ça, mais c'est vrai que ça m'a pas marqué parce que, enfin si, ça m'a marqué parce que je le raconte encore aujourd'hui, mais je me dis c'était vraiment parti loin que ça aille jusque dans la sphère privée. Alors ok, j'ai un pull peut-être qui lui convient pas, mais que ça aille jusque dans la sphère privée où on est avec sa femme, son frère, etc. Et que lui avec sa femme aussi, hein, clairement, qui d'ailleurs le retient. Peut-être que ce jour-là, je l'aurais pu prendre très très cher, possible, vu la masse que c'était. Et moi, je suis pas très violent, donc en vrai, voilà. Donc ça rentre vraiment dans la sphère privée. Là, je parle de ça, mais vraiment même avant ça, le PSG rentrait évidemment dans la sphère privée, que ce soit avec ma femme, avec mes parents, etc. Donc voilà, mais on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose, et du coup, déjà à ce moment-là, j'ai senti que c'était la fin en fait, parce que je me suis dit on pourra jamais revenir en arrière, jamais. Et donc quand les assos sont dissoutes et que les abonnements sont tous coupés, enfin ils sont pas vraiment coupés, mais nous on se coupe en fait de ça, et tout le monde, enfin les leaders de groupe disent non, on se réabonne pas. Dur, mais il faut le faire, on écoute les leaders, c'est normal. Est-ce que c'était une bonne décision? Avec le recul, je sais pas. Après, est-ce que c'était enfin, peut-être que ça aurait été pire en fait. Peut-être que ça serait encore parti plus loin. Je ne sais pas, mais en tout cas, on n'aurait jamais dû lâcher ses abonnements. Je pense même pour ne pas y aller en fait, et payer, tant pis, et ne pas y aller. Mais voilà, on a suivi les leaders, c'est normal. C'est eux qu'on suivait déjà dans la vie de tous les jours. C'est normal qu'on ait suivi leurs décisions. Et donc là, arrive donc la saison 2010. Alors, le dernier match, PSG Montpellier. PSG Montpellier, que dire de ce match très marquant, très marquant. On reste au parc, je sais plus, jusqu'à minuit, des bananes. Il y a des gens qui rentrent sur la pelouse, il y a des fumigènes dans tous les sens pendant le match, évidemment, ça coupe le match. Enfin bref, c'est vraiment, on sentait que c'était la dernière en fait, que c'était vraiment, on se disait ça y est, on reverra plus jamais le Parc des Princes. En tout cas comme on l'entend, et donc il fallait faire le deuil de ça, je pense, et tout le monde l'a bien compris. Et on reste jusqu'à temps qu'on puisse rester et qu'on se fasse dégager par la sécurité à la fin. Bon, ça s'est quand même bien passé dans l'ensemble, mais... Et là, tu te dis c'est la dernière fois peut-être? Ouais, ce jour-là, quand je sors du Parc des Princes, je me dis putain, c'est la dernière fois qu'on vient là en fait. Mais vraiment, je pensais que de toute ma vie, peut-être que je ne reviendrai plus, ou alors que quand j'aurai des enfants et quand j'aurai 40 ans en fait. Et je me dis ça y est, c'est la fin. Mais c'était trop dur, c'était vraiment dur. Je sais qu'il y a des gens qui avaient à l'époque 40, 45 qui se disaient bon bah si c'est la fin, je vais me concentrer sur autre chose, et voilà. Je pouvais pas l'envisager. À 20 ans, 21 ans, je pouvais pas l'envisager, c'était pas possible. J'étais dans la fleur de l'âge quoi. Et donc là tu suis le boycott appelé par les assos, et tu rentres dans ce qu'on va appeler pas tout de suite, mais en tout cas ensuite la période de contestation. Ouais. Tout de suite, en fait, je veux pas lâcher l'affaire. Je sais qu'il y a beaucoup de leaders qui appellent au complet boycott et à ne rien faire. Moi, je veux pas lâcher l'affaire. Donc, il y a des manifs qui sont faites. La première manif, c'est PSG Saint-Etienne, je crois, mais moi, je suis pas là. Je suis en vacances au Portugal, donc je ne suis pas là. Mais je suis évidemment de loin. C'était le début des réseaux sociaux avec Facebook, etc. Donc, je suis de loin. Mes amis me racontent, etc. Plus tard, je rencontre des gens qui étaient là, qui se sont fait arrêter, qui ont été interdits de stade mais je raconterai cette anecdote peut-être après, mais qui se font arrêter, etc. ce jour-là. Et puis je rentre dans la contestation. Tout de suite après, je crois qu'il y a un Dortmund PSG. Il y a un Dortmund PSG où en fait, on prend nos places sur le site de Dortmund. C'est en allemand. À l'époque, Google, il n'y a pas de traduction instantanée, donc on prend des places. On nous dit prenez telle tribune, ok, on prend telle tribune. Et en fait, on se retrouve avec cet ami qui m'a donc fait découvrir le virage, qui est donc réunionnais. Et on se retrouve en fait dans la tribune et avec un autre ami qui est capverdien. Donc voilà. On se retrouve en fait dans la tribune de Boulogne, qui avait pris leur place à l'opposé de nous de base, mais nous on s'est trompé en fait dans le stade, on a pris la tribune opposée à Auteuil. Sans faire exprès bien sûr, parce qu'on n'avait rien compris aux places, et donc on se retrouve là-dedans, on comprend pas, on voit personne, on connaît personne, on dit c'est bizarre, et là il y a Boulogne qui débarque à 150 ou 200, et qui vont voir chaque personne une à une, et qui disent est-ce que t'es d'Auteuil, est-ce que t'es d'Auteuil, est-ce que t'es d'Auteuil. Vite fait, je comprends que ça va être le bordel. Les RG nous regardent et nous voient, donc les RG, les renseignements généraux à l'époque, ils nous voient, et ils viennent nous voir, ils nous disent qu'est-ce que vous faites là? Et là on dit on s'est trompé de tribune, je crois, parce qu'en fait les gars sont en face et nous on les voit en face, on les voit qui sont là, ils arrivent, on les voit et on se dit oh putain, on a fait n'importe quoi. Et en fait les RG
avant que ça parte vraiment en vrille, parce qu'ils viennent nous voir et en fait, il faut savoir que les gens de Boulogne à ce moment-là demandent la carte d'identité à tout le monde. Sortez votre carte d'identité, je veux voir, etc. Est-ce que toi t'es français? Est-ce que toi t'es français? C'est la réalité, ce que je dis. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et donc les RG viennent vite nous extirper. Et en fait, on se retrouve à marcher dans les coursives du stade avec deux mecs des RG plus la sécurité du stade et qui en fait vont nous escorter jusqu'à Auteuil, donc de l'autre côté, enfin jusqu'à la tribune où était Auteuil, et qui vont nous escorter. On arrive, je crois, à la 20e minute du match dans la partie Auteuil. Donc on a déjà raté 20 minutes du match, mais bon, c'était pas très grave. Et voilà. Et ça, c'était donc le premier mouvement, on va dire, de contestation réelle dans un stade. Et ensuite, il y a eu des manifs en décembre, je crois, derrière, où il y a une grosse manif vers la mairie de Paris, où on essaye de se faire entendre, mais évidemment, à cette époque-là, c'est compliqué. Donc voilà, et après, s'ensuit des périodes de calme, je dirais, où il se passe plus grand-chose. Mais avec les microbes à l'époque, du coup, toujours, et quelques personnes d'autres sous-groupes des Supra. Il y a quand même un petit groupe qui se monte et qui veut pas lâcher l'affaire. Et donc nous, on se retrouve dedans parce qu'on est jeunes et on n'a pas envie de lâcher tout ça. Et donc on commence à dire on va peut-être aller là, on va peut-être faire ci, on va peut-être faire ça. Et c'est comme ça que ça démarre en fait tout doucement, où en fait les gens à l'usure ne font plus grand chose et en fait on se retrouve en contestation à être, je sais pas, une quarantaine, cinquantaine, avec d'autres groupes. Il y a des gens des Lutèces, il y a des gens d'autres groupes, etc. Et on se retrouve en fait à faire ça au départ, pas beaucoup. J'ai un souvenir la même année que Dortmund, un Benfica PSG, où on se retrouve donc à Lisbonne. Moi évidemment je vois Lisbonne et Benfica, évidemment je suis le premier à sauter au plafond, et on se retrouve donc à Lisbonne. Au départ on achète nos places en latéral, enfin pas en latéral mais derrière le but. Là-bas ça s'appelle pas vraiment un virage, donc je dis pas virage, mais c'est derrière le but. Et on se retrouve à une quarantaine, je dirais. Et on voit que dans le parquage, il y a déjà du monde. Donc on va voir, moi je vais voir les flics portugais, et je leur dis excusez-moi, mais nous on est du PSG, on a pris nos places ici parce qu'on savait pas le parquage, on savait pas qu'il allait être ouvert, etc. Et donc ils nous déplacent dans le parquage. Et on se retrouve donc à une vingtaine de microbes, plus il y a des gens des Lutèces, plus il y a d'autres gens indépendants, je dirais, qui sont là aussi. Et il y a quelques gars de Boulogne aussi qui sont au-dessus de nous et qui passent le match évidemment à nous insulter, voilà, et à nous chercher dans la ville pendant toute la journée du lendemain. Donc voilà, bref, c'est des histoires qui remontent un peu, mais c'est malgré tout des bons souvenirs parce qu'on a passé 2 jours à Lisbonne, c'était fantastique, même 3 jours pour moi parce que nous on est parti un peu plus tôt. On a passé 3 jours à Lisbonne, il faisait beau, c'était au mois de mars, il faisait beau, on est parti à la plage, etc. Donc voilà, ça fait partie aussi des déplacements, de pouvoir faire ces choses-là, quoi, de profiter d'une ville. Mes amis ne connaissaient pas Lisbonne du tout, donc on a profité, on a visité, etc. Donc c'était plutôt cool. Et avec en prime un match donc, du PSG, un PSG Benfica. Je crois qu'on perd, je crois qu'on perd d'ailleurs, je sais plus trop, mais j'ai plus trop de souvenirs du score. Mais voilà, c'était cette partie-là. Et puis après, je sais plus en quelle année ils ont commencé à remettre les parquages ouverts. Et puis après de là, en fait, il a commencé à avoir de plus en plus de monde parce qu'il fallait une carte déplacement. Je l'ai encore chez moi. Elle est là, la carte déplacement au milieu de mes cartes Supra de cartage. Il y a une carte déplacement où effectivement on pouvait se déplacer. On pouvait se déplacer sans être abonné. Mais le PSG vous accueille pas à bras ouverts à l'époque. Alors au début, si. Les premiers parquages jusqu'à un Lyon PSG. Où on craque, je sais pas, une cinquantaine de fumigènes. À l'époque, c'était la mode des pétards, des bombas qu'on appelait, où ça pète dans tous les sens. Et puis le match, en plus, c'est dingue, 4 partout. Le match est fou. C'est vraiment la folie en tribune, etc. C'est vraiment dingue, ce jour-là. Donc, il se passe de septembre à février, où en fait, on est en parquage ouvert. Donc, moi, je vais à Montpellier, je vais à Évian, enfin Annecy, du coup. On fait plusieurs déplacements comme ça dans la saison jusqu'à Lyon, où là, on commence à se retrouver à plusieurs bus d'Auteuil. Et là, on se dit, il y a un truc à faire, il y a quand même du monde finalement, puisque les parcages sont réouverts et qu'on peut acheter ses places normalement. On se dit, ça y est, c'est peut-être le moment de faire quelque chose de bien. Et à partir de 2012, de février 2012, du coup, tout coupe. Ils arrêtent tout parce qu'on a foutu le bordel en tribune, parce que fumigène, il y a des sièges brûlés, etc. Donc Lyon se plaint. Donc c'était à Gerland à l'époque, c'était dans l'ancien stade. Lyon se plaint, donc ils nous coupent tout. Et à partir de ce jour-là, c'est fini. C'est-à-dire que là, on devient vraiment indésirable. Et du jour au lendemain, mais vraiment, on ne sait pas trop pourquoi. Alors oui, on a foutu un peu le bordel en tribune, mais ce qui s'est passé dans plein d'endroits différents, il n'y a pas eu de mort, pas eu de blessé, il ne s'est rien passé de très grave. Et du jour au lendemain, plus rien.
Mais vraiment plus rien. Et là arrive des blacklists, des interdictions de stade. Et là arrive un peu tout. Ouais, on est censé s'épier dès qu'on va en déplacement, parce qu'évidemment les parcages sont fermés, donc on se retrouve à faire des déplacements qu'on appelle des contre-parcages, à acheter des places sur internet dans les sites des clubs adverses. Donc on se retrouve à faire ça, et dès qu'on arrive en ville, il faut entre guillemets se cacher et pas se faire voir, sauf que évidemment c'est compliqué. Et puis on est un peu bête aussi parfois. On se retrouve à 50 sur une place alors qu'on est censé être incognito, à boire des bières dans un bar certes, mais on est là et en fait on se fait voir quoi. J'ai souvenir d'un Reims PSG où donc on est interdit, et c'est pas longtemps après je crois ce PSG Lyon, enfin ce Lyon PSG. Et on se retrouve donc interdit de déplacement, et on achète nos places en contre-parquage, on a bien nos places, on a tout en main, etc. Et du coup, on arrive dans la ville, on se dit on va aller dans un bar, on s'envoie des messages, on se retrouve dans ce bar-là, on pensait qu'on allait être 20 et que ça allait pas se voir, on va à l'intérieur, c'est fini. On se retrouve à être 50-60, le barman évidemment, enfin le patron du bar à mon avis, qui panique un peu quand il voit tout le monde débarquer d'un coup, a dû appeler la police. Et en fait, la police vient nous voir et nous dit vous irez pas au stade. Sauf que nous, on est bêtes et on veut y aller, on a nos places, on a payé, on y sera. Donc on part un peu en petits groupes, etc. Et puis en fait, on se retrouve vite encerclé par la police. Et finalement, ils nous encadrent et ils nous escortent jusqu'au stade. Et arrivés au stade, ils nous font rentrer dans le stade en pleine tribune de Reims. Ils font déplacer des gens et ils nous laissent un carré de, 50-60 places que pour nous. Donc ça, c'était vraiment au début où ça pouvait se passer bien avec les autorités. Et puis après, en fait, je pense que le PSG donnait des consignes parce qu'on a entendu ce genre de phrase. Le PSG ne veut pas que vous soyez là, vous sortez, etc. Donc après ça, c'était très compliqué. On se retrouvait devant des stades sans rentrer alors qu'on avait des billets. On était blacklistés. On a été interdit. Moi, j'ai un ami qui était interdit de stade, etc. C'était sur un Saint-Etienne PSG. Il s'était fait interdire de stade. Bref, on se retrouve à être vraiment bloqué dans tout ce qu'on pouvait faire. Et même quand on achetait des billets sur des sites adverses, d'équipes adverses, en fait, je sais pas comment ils faisaient. Ils pistaient nos IP, je pense, et ils voyaient que c'était fait depuis l'Île-de-France. Et en fait, on recevait un mail d'annulation et de remboursement de la place. Donc c'était vraiment, ça allait jusque là où ils allaient vérifier les IP pour. Puis à l'époque, les VPN, tout ça, c'était pas aussi développé que maintenant. Bon, là, on connaissait pas. Et du coup, on se retrouvait avec des places annulées alors qu'on avait pris nos places sur le site, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de compliqué parce qu'on se retrouvait tout le temps le bec dans l'eau à vouloir se déplacer et finalement à pas pouvoir y aller. Et ça, c'était vraiment dur. Et il fallait avoir le mental pour tenir. J'ai le souvenir d'un Barcelone-PSG, quart de finale. J'allais t'en parler. Ouais, quart de finale de Ligue des Champions. On achète nos places le matin même à la Fnac de Barcelone. On se dit, exactement, et on se dit nickel, ça va le faire, on a nos places, on va rentrer. Les autorités nous font faire un cortège depuis très très loin, on a marché très très longtemps, et ils nous disent pas qu'on va pas rentrer en fait. Et donc on arrive devant le stade, ça se passe super bien, le cortège se passe très bien, 2-3 échauffourées avec des gens de Barcelone, mais ça c'est un classique dans toutes les villes, que ce soit en France ou en Europe. Et on arrive devant le stade, on est peut-être une 100-150. Certains se sont échappés du cortège pendant le cortège. Ils ont bien fait, je pense. C'est même sûr qu'ils ont bien fait, puisqu'ils sont rentrés dans le stade, eux. Et nous, donc, ils nous disent on va vous mettre dans le parcage. Ah, nous, on est contents, nickel, etc. On arrive devant les grilles et c'est fermé. Et en fait, il y a le cordon de la Guardia espagnole qui nous encadre. Et on comprend qu'on ne peut pas sortir de là. Donc, dès qu'on veut sortir, ils nous disent non, vous restez là. Je dis mais non, mais si j'ai envie de sortir, je veux aller boire un coup ou autre, non, vous restez là. Aller aux toilettes, non, vous restez là. Ok, vous allez rentrer, vous inquiétez pas. Ok. On rencontre, moi je suis tout devant au niveau du portail de la grille, je vois le stade devant moi, et il y a un gars de la sécurité du PSG qui vient nous voir, qui nous dit ouais, montrez-moi vos places. Il prend ma place dans les mains et il s'en va avec. Il reviendra jamais. Et en fait, il a pris les places de plusieurs personnes pour dire ouais, vous inquiétez pas, vous allez rentrer, donnez-moi vos places, je regarde où est-ce que vous êtes. Et en fait, il est jamais revenu avec les places. Et on comprend peut-être 15 minutes avant le match qu'on rentrera jamais en fait dans le stade. Le PSG nous bloque complètement alors qu'il s'est rien passé de grave, il n'y a rien eu. On a nos places, on a payé et donc du coup on rentrera jamais. Donc on se retrouve devant le stade et on se dit c'est pas grave, ils vont nous libérer, on va aller dans un bar, on va aller voir le match. C'était compliqué puisque tout le match, on est resté devant le stade
à pas pouvoir aller aux toilettes. Donc on faisait nos besoins dans des bouteilles d'eau devant la Guardia, donc on pouvait même pas se cacher ou quoi, c'était vraiment devant eux. Donc la Guardia évidemment rigolait. Bon, moi ça me fait rire. Voilà, j'en ai rien à faire, mais c'était vraiment épique comme moment. Et là je me suis dit ouais, on a passé un palier là dans la répression. Et s'en est suivi comme ça des matchs par dizaines, des matchs où on a été refusés, même sur des petits matchs. Je me souviens d'un Berlin PSG finale de Ligue des Champions féminine. On part à Berlin, on fait 1000 bornes, on a nos places, on a tout ce qu'il faut. On est à 4 ou 5. On y va tranquillement, sans être avec un groupe ou quoi, et on se fait repérer et on se fait recaler. On peut jamais rentrer dans le stade. On a fait 1000 km jusqu'à Berlin en voiture pour rien. Barcelone, Berlin, j'en ai d'autres en tête. Une fois à Lyon aussi, où ça a été compliqué. Il y en a eu plein comme ça où on se fait, même à Paris même, c'est-à-dire qu'on voulait à un moment aller à Charletti, il y avait un match des féminines je crois, pareil, on pouvait pas rentrer, et tout ça fait que en fait, soit ça casse la détermination, soit ça renforce, et en fait moi personnellement ça me l'a renforcé, et j'ai rencontré des gens aussi qui m'ont aidé dans ça, et qui en fait on a été tellement soudés, et c'est de là qu'on a créé un petit groupe de potes à partir de 2012-2013. On est allé à Porto ensemble. D'ailleurs, Porto, pareil, octobre 2012, je crois. Donc les déplacements ne sont plus autorisés. Je suis portugais, un des seuls portugais de tout le monde. Donc on est une centaine. Il y a Microbe, il y a d'autres personnes d'Auteuil, etc. Et en fait, les leaders du groupe disent on n'a pas de place. Je dis moi je vais essayer d'aller à la billetterie avec ma carte d'identité portugaise, parce qu'en fait eux ils s'étaient déjà fait recaler le matin avec la carte d'identité française. Ils pouvaient pas acheter de place. Donc moi j'y vais avec ma carte d'identité portugaise et je me dis c'est bon, je vais avoir des places. Il y a pas d'adresse, il faut savoir qu'il n'y a pas d'adresse postale sur la carte d'identité portugaise, c'est une puce. Et moi au départ je sais pas trop comment ils vont faire. Je vais au guichet, je dis voilà, je voudrais une vingtaine de places, je voudrais 20 places pour moi et de la famille. Ils me disent ok, pas de problème. Donc je donne ma carte d'identité, elle la scanne et elle me dit attendez, je reviens. Et là je comprends vite qu'il y a un problème. Le responsable de la billetterie vient me voir, il me dit vous êtes portugais? Je dis oui, je suis portugais, j'habite en France, mais je viens avec ma famille, on va voir le match. Il me dit non, on a interdiction de vendre tout billet à des Français. Et là je me dis mais c'est pas possible. Déjà c'est de la discrimination, donc moi je suis comme un fou. Je me dis mais c'est pas possible, moi je viens juste avec ma famille. Bon évidemment c'est pas vrai, mais je me dis mais on peut pas acheter de place juste en étant français alors qu'il y a un Porto PSG le soir même. Donc je comprends pas, j'essaie de négocier, et au final ils veulent rien lâcher. Au départ, ils veulent même pas me rendre ma carte d'identité. Sympa. Donc ils disent on va la donner aux autorités, vous viendrez la chercher plus tard. Donc moi je négocie, ils finissent par me la rendre. Je retourne donc sur la place où on était à Porto. Je dis écoutez les gars, désolé, c'est mort. Même avec ma carte d'identité portugaise, ils voient que j'habite en France, je peux rien faire. Et en fait, donc des leaders de certains groupes se retrouvent en contact avec des ultras de Porto qui leur disent nous on vous fournit les places. Réglo. Donc on se retrouve dans un centre commercial à côté du stade du Dragon. Il y a un grand centre commercial juste à côté, et je me retrouve en fait, donc, vu que c'est moi qui parle portugais, je me retrouve avec un des leaders des ultras de Porto, des Dragons, dans des toilettes d'un centre commercial, en train de compter les places et de compter l'argent pour les billets. Donc il y avait 90 places, je crois, ou quelque chose comme ça, et c'était 15 € la place. Donc je vous laisse imaginer la liasse qu'il y avait dans les mains, et j'étais pas en panique, mais j'avais un mec en face de moi qui comptait mes places et qui comptait les billets, et j'étais là mais qu'est-ce qu'on fait. Donc on a les places, nickel, et le mec nous dit venez pas en groupe, venez tout seul, venez par groupe de 2 ou 3, mais vous rentrez tranquille. Et donc c'est des places qui sont collées au parquage du PSG. Et donc vers 18h on se dit on y va, et chacun va tout doucement en métro, parce qu'il fallait prendre le métro, va tout doucement en métro jusqu'au stade. Et donc on se retrouve par groupe de 3, 4, 5, 10. Le problème il est là, c'est que certains groupes passent et d'autres passent pas. Et en fait il y a les RG français qui sont là et qui sont derrière et qui pointent du doigt les gens. Lui. Et en fait tout le monde se fait mettre sur le côté à l'entrée du stade, mais on ne le sait pas parce que en fait à l'époque il n'y a pas les forfaits illimités à l'étranger, etc. Donc c'est très compliqué de communiquer. Et du coup on se retrouve vite dans l'embarras, parce qu'en fait ils sont tous parqués devant le stade. Donc vraiment dans le stade, on a passé les guichets, on est dans le stade, mais ils sont parqués à l'entrée des tribunes quoi. Et là je sens que ça va pas, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Donc je me mets sur le côté, je commence à discuter avec un stadier. Je lui dis écoute, là je suis avec 5-6 potes, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont parqués là-bas, c'est aussi des amis à moi. Il me dit oui, vous êtes français, c'est mort. Je dis oui, mais moi je veux juste voir le match. Je me dis je vais quand même essayer de rentrer quand même. Je me dis eux ils vont se faire parquer, c'est sûr ils vont pas rentrer, on va se retrouver encore comme à Barcelone. Et au final
je négocie avec le gars pour 3-4 potes à moi, et en fait, il me met sur le côté, et il fait passer les gens, et il me dit, vas-y, maintenant, rentre. Et donc, je rentre dans le stade en me disant, peut-être que mes amis vont peut-être aussi rentrer. Je rentre dans le stade, là, je vois sur ma gauche, il y a le parquage, donc il y a le parquage, ce qu'on appelle à l'époque tous PSG, des officiels du PSG, et encore à gauche, Boulogne, qui est là, entièrement, qui est là, sans problème, et ils sont en groupe, et ils chantent. Et ils se font devant mes yeux, ils rentrent sur la pelouse, donc ils rentrent sur le côté de la pelouse, ils se font déplacer de leur tribune où ils étaient, parce que c'était tribune de Porto, de leur tribune dans le parquage. Et je me suis dit, bénef, mais c'est dangereux parce que c'est Boulogne et on sait jamais. Et je me dis, peut-être qu'ils vont nous mettre dans le parquage aussi. Et en fait, je me rends vite compte que non. Le match approche, il y a la petite musique de la Ligue des Champions derrière, et là, j'entends derrière des cris, des trucs, et en fait, ils se font sortir, mais comme des malpropres, par la police du stade. Donc moi, je suis derrière une grille, je les vois se faire sortir, et en fait, je veux sortir, et en fait, il y a des stadiers qui me bloquent, et je peux pas sortir, en fait. Je dis, non, mais c'est mes amis là-bas, moi, je vais avec eux, je m'en vais du stade. Et le mec, il me dit, non, tu restes ici, toi, tu bouges pas. Je dis, mais je veux juste sortir, moi, je veux sortir du stade, c'est pas grave, je regarde pas le match, je sors. Il me dit, non, toi, tu restes ici. Et donc, j'ai dû rester dans le stade, donc au départ, on est dans les coursives, etc., puis on finit par s'asseoir dans le terrain, et là, je reçois des messages, ouais, on s'est fait attraper par la police, il y en a qui se sont fait matraquer très très fort, je crois qu'il y en a un qui est parti à l'hôpital de mémoire, et en fait ils se sont fait sortir comme des malpropres du stade. Voilà, ça c'est une anecdote encore de plus dans la contestation, mais c'est vraiment ça qui nous a soit renforcés, parce que certains ont été renforcés vraiment là-dedans, soit complètement démotivés, je sais que certains ont été démotivés par ça aussi. Du coup, le slogan liberté pour les ultras est un slogan qui te parle ? Bah oui, parce que on a vécu quelque chose qui normalement ne devrait pas être vécu par des citoyens, parce qu'on reste des citoyens, on est supporters du PSG, c'est tout, on est juste des citoyens. Des interdictions comme ça, alors qu'on a des places, en fait, on voyait la police, les RG à l'époque voyaient un visage, ils disaient non, toi tu rentres pas, toi tu rentres pas. Et c'était vraiment au faciès. Et moi, j'ai pas de casier judiciaire, j'ai rien du tout. J'ai jamais été interdit de stade. Je suis toujours passé au travers des mailles du filet. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'aurais pu être interdit de stade parce que j'étais dans des départements où il fallait pas, dans des stades où il fallait pas. Je suis toujours passé entre les mailles du filet. Tant mieux, j'ai envie de dire, mais c'est pas le cas de tout le monde. J'ai des amis qui ont été interdits de stade, qui sont retournés dans des stades quand ils étaient plus interdits. Ils se sont fait prendre en photo par des RG et ils ont été encore interdits derrière. Donc voilà. Donc moi j'ai toujours eu de la chance, je suis toujours passé au travers des mailles du filet, mais en fait on se retrouvait à aller dans des endroits où on ne pouvait pas aller. Il y avait, si vous prévalez de la qualité de supporter du PSG, vous n'avez pas le droit de rentrer dans le département de l'Aube, pour Troyes par exemple. Et là on se dit mais comment ça, sous prétexte qu'on est supporter du PSG, en plus ça veut rien dire aux yeux de la loi, sous prétexte de ça, on n'a pas le droit de rentrer dans un département. Mais on est où ? Et en fait, les gens, à l'époque, se rendaient... Aujourd'hui, c'est différent parce que ça a été beaucoup plus médiatisé après. Mais à l'époque, les gens se rendaient même pas compte de la folie que c'était à ce niveau-là. Et que ça soit en France ou en Europe, on était vraiment des indésirables. Vraiment, c'était vraiment ça. Et des parias de la société. Vraiment, c'était ça. On était des citoyens de seconde zone. Et en fait, on était complètement boycottés par tout le monde. On n'avait plus le droit d'aller voir du foot, plus le droit d'aller dans certains départements. Et quand on arrivait à la frontière de certains pays, on ne pouvait même pas rentrer. Une autre anecdote, j'ai encore le souvenir d'un Leverkusen PSG. Je crois que c'est un 8e de finale, je sais plus. Je crois que ça doit être février, 8e de finale. On a nos places, on a tout, on va à Leverkusen, on a place au parquage, tout va bien, etc. On se dit, c'est cool, on va être à Leverkusen, on sera là. 8e de finale de Ligue des Champions, c'est pas rien. On prend le bus, nickel, tout se passe bien, et on arrive à la frontière allemande, on fait 1 kilomètre après la frontière. Je crois qu'on est 2 ou 3 bus. Voiture de flics partout. Ils nous encadrent. Ils nous arrêtent à la première station. Et là, on arrive à la station d'autoroute. Il y a des tentes marron. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils nous placent à un endroit. Et ils nous disent, maintenant, vous allez dans les tentes. Vous allez être fouillés. Photo avec la carte d'identité. Et là, je me dis, mais on est où ? Guantanamo. C'est exactement, mais vraiment, Guantanamo, je comprenais pas. Donc, les flics rentrent dans le bus avec des chiens. Ils reniflent tout ce qu'ils peuvent, évidemment, des fumigènes, enfin toutes sortes de substances. Ils reniflent tout ce qu'ils peuvent, ils saisissent tout ce qu'ils peuvent. Moi, j'avais un masque Anonymous qui était peint en bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, qui disparaît ce jour-là. Je suis triste parce que vraiment, je l'aimais bien. Et en fait, ils fouillent tout le bus et ils saisissent tout ce qu'ils peuvent. Et ils nous disent maintenant, vous allez tous descendre un par un, vous allez passer dans les tentes, vous allez être fouillés, et on va vous prendre une photo avec votre carte d'identité. Et là, je me dis, mais on est où là ? C'est pas possible. Et en fait, il se passe ça. Donc les premiers qui sortent du bus, qui se font fouiller, etc., ils se font mettre en caleçon. Donc en caleçon devant la police, dans des tentes.
Ils sont fouillés, donc ça commence un peu à gueuler, etc., etc. Au bout d'une quinzaine de personnes, on comprend vite que ils ont changé un peu d'avis, donc on garde notre jean quand même, c'est cool, merci, c'est super, hein, vous êtes humain, entre guillemets. Il faut savoir qu'il fait 5 degrés, on n'a rien à manger, on n'a pas le droit de sortir du bus, on n'a pas le droit de sortir du périmètre de sécurité, on n'a rien à manger, rien à boire. Et on reste de 14h à 20h sans pouvoir manger, sans pouvoir boire. Alors ok, c'est pas grave en soi parce que c'est pas long, mais sans boire, sans manger pendant tout ce temps, en étant dans un bus, tous enfermés, et en plus il fait 5 degrés, donc voilà, et en se faisant fouiller comme des malpropres, comme si on était des criminels, vraiment des criminels, alors qu'on n'a absolument rien fait. Et donc voilà, et au final, à 20h, donc 1 heure avant le match, ils nous disent maintenant que vous faites demi-tour et vous rentrez en France. Et là, on se dit, ok, super. Donc on essaye quand même, tant bien que mal, de faire genre qu'on va aller au stade. Donc on prend le bus et en fait, ils nous arrêtent à l'heure d'après. Et là, il y a les flics qui rentrent avec des matraques et qui veulent nous matraquer directement parce qu'en fait, ils pensent qu'on va vouloir retourner au stade. Ce qu'on a essayé de faire, en vrai, c'est la vérité parce qu'on avait nos places, il ne faut pas oublier. Et finalement, on s'arrête à l'air. Et en fait, il y a un Burger King et j'ai un ami à moi qui se met devant la porte qui dit non, on veut juste aller à Burger King. Et donc, le flic, il a sa matraque à 5 cm de la tête de mon pote. Et il dit non, Burger King. Et en fait, il nous laisse sortir pour prendre Burger King. Et après, on rentre en France dans la foulée, quoi. Et donc, on suit le match, pas à la radio, parce que je pense qu'on ne captait même pas, mais on suit le match un peu sur les réseaux, quoi. Donc, voilà. Une énième anecdote de ce qui se passait pendant cette période. À l'époque. À ce moment-là, avec tes potes, justement, vous créez un petit groupe informel, les BSP ? Alors, on crée la BS Paris. Alors, au départ, c'est pas vraiment ça, puisqu'en fait, on crée rien du tout, entre guillemets. On est juste des potes en fait, on s'est rencontrés pendant la contestation, réellement. J'en rencontrais un à Porto. En fait, je le connais pas du tout. On s'est vite fait parler à l'époque sur Twitter. Donc, en fait, au départ, c'est juste ça. On se rencontre à Porto et en fait, on se parle un peu avant et il me dit ouais, moi j'habite à côté de chez toi. Donc, il habite vraiment pas loin de chez moi, à 5 minutes. Et il me dit j'ai personne pour me ramener après le match à l'aéroport. Je dis ça tombe bien, j'ai ma voiture à l'aéroport. Si tu veux, je te ramène. Et en fait, après Porto, je le ramène chez lui, on discute, etc. Et on se rend compte qu'en fait, on a des connaissances en commun par rapport au foot, parce que moi, je joue au foot encore à cette époque-là. Et en fait, il a un ami à lui qui joue aussi au foot, et du coup, il est dans mon équipe. Donc, en fait, il y a une connexion comme ça qui se fait. Et depuis ce moment-là, en fait, on s'est jamais lâché. Et après, il y a eu son petit frère, qui était très très jeune à l'époque, qui lui aussi, encore aujourd'hui, on se voit encore, etc. Ils étaient à mon mariage il y a pas très longtemps. Enfin bref, on est vraiment très très proches. On part en vacances ensemble, etc. Et de là, en fait, on rencontre des personnes qui sont plutôt dans notre mentalité, j'ai envie de dire un peu pas à l'ancienne, parce que je peux pas dire à l'ancienne, c'est pas vrai, mais du virage Auteuil d'avant. On a tous connu le virage Auteuil avant. Et donc, on se retrouve comme ça à 10 potes, en fait, en gros, au départ comme ça. Et puis après, on essaie de greffer des gens autour de nous, et puis ça fait un plus gros groupe, etc. Puis il y a un groupe qui se crée. Et voilà. Et puis... de fil en aiguille, ce gros groupe qui s'est créé, après il y a 50, 60, 70, 80 personnes, et puis nous au bout d'un moment on s'écarte un peu de ce gros groupe et on se retrouve juste entre nous à 10, entre nous à partir de 2015-2016 je dirais, en laissant le gros groupe qui s'était déjà bien ancré dans la chose, qui avait déjà plein de contacts, etc. On a laissé le groupe filer et nous on s'est retrouvés entre nous, donc en tant qu'indépendants finalement, et donc on a créé la BS Paris et du coup en 2012 2013, je sais plus, 2013 je crois, voire même après. Franchement, là sur cette date-là, j'ai vraiment peu de souvenirs, mais ça s'est tellement créé naturellement que finalement il n'y a pas vraiment de début entre guillemets. Il y en a un petit peu quand même, mais voilà. Et en fait, on se retrouve comme ça à 10 potes à aller les uns chez les autres. On se retrouve donc ceux du 95, on est que 3, hein, et il y en a d'autres qui sont dans le 93, 77. Donc on se retrouve vraiment, et puis vraiment c'est tous les week-ends, même s'il n'y a pas de foot, on se retrouve les uns chez les autres, et puis de fil en aiguille, on crée des amitiés. Et tous ces gens-là étaient... on a vécu beaucoup de choses, hein, Barcelone, Leverkusen, etc. On a vécu beaucoup de choses, et ça rapproche les gens, évidemment, de vivre ce genre de choses-là. Et du coup, plus de 10 ans plus tard, on est toujours ensemble, et on se voit toujours, et voilà, on essaie de partager un maximum. Bon, maintenant, on a des enfants, c'est différent, c'est plus compliqué, mais on se voit toujours, on essaie toujours de se voir. Cet été, on était en vacances ensemble, enfin voilà. Et votre logo, c'est un putois. Et notre logo, c'est un putois. Oui, c'est un putois. Alors, en fait, ça vient d'un gars de chez nous qui, en fait, à l'époque, trouve cette image sur Google Images, page 426. Je me demande pas comment. Et le putois est dingue. Et en fait, il est un peu défoncé. Il a bu un peu, il a fumé un peu. Et l'image est drôle. Et du coup, il s'accapare cette image au départ.
Et après, bah voilà, ça part de là. Et en fait, c'est un putois. Aujourd'hui, il boit une bouteille de whisky, mais parce qu'on aime bien le whisky. Mais voilà, ça part de là. Et puis voilà, c'était vraiment un groupe de potes finalement. Et on a créé c'était plus que le foot en fait à la fin, même très très vite, c'est plus que le foot puisqu'on se retrouve avec nos copines, nos femmes, même encore aujourd'hui avec nos enfants. Et on se retrouve entre nous maintenant, donc ça a dépassé complètement le cadre du foot. Et en fait, maintenant, on se voit plus en dehors du foot qu'avec le foot. Donc voilà, mais c'est toujours sympa. Et donc on a créé ça et on a vécu presque toute la contestation ensemble, pour la plupart de 2012 à 2016, du coup, je crois. 2016. 2016, ouais. Où ça revient au parc. Et donc pendant ces 4 années-là, en fait, on a l'impression que ça a duré des années. Mais en fait, c'était que 4 ans. Et c'était vraiment intense. Et du coup, on a vécu des moments de fou et ça nous a rapprochés. Si je te dis des années de galère et de combat, bah c'est celle-là, clairement. Le chant qui est aujourd'hui presque l'hymne du parc, puisque maintenant il passe au début du match, etc. Et aujourd'hui, je pense que ceux qui le chantent n'ont pas forcément conscience. Alors certains, je sais parce que je l'ai entendu, certains pensent que les galères et les combats, c'est quand on jouait le maintien en 2008. C'est pas du tout ça, quand on est en galère footballistiquement parlant. C'est pas du tout ça. Je sais que la majorité à Auteuil savent très bien ce que c'est, mais aujourd'hui, les gens n'ont pas vécu cette période et c'est normal, on était tous jeunes à un moment donné, donc il y a des gens qui avaient peut-être 14 ans à l'époque de la contestation qui aujourd'hui en ont du coup plus de 25 et qui sont à Auteuil. Ils n'ont pas connu cette période-là et c'est pas de leur faute, ils n'avaient pas l'âge, donc c'est normal. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que les galères et les combats, c'était vraiment un combat, hein, puisque même un combat parfois juridique. On a été aidé par des avocats, etc. Aujourd'hui encore, hein, avec des avocats qui sont bien connus aujourd'hui. Moi, par exemple, j'ai attaqué le PSG après Leverkusen et j'ai réussi à gratter un petit billet. J'ai reçu un jour chez moi un chèque avec marqué Paris Saint-Germain Football Club, un chèque en votre faveur. J'étais très content, même si ça effaçait pas tout ce qui s'était passé. Mais voilà, j'étais très content. Mais ça a été un combat juridique, ça a été un combat mental, physique aussi, parce qu'on a pris des coups. Un soir de Lens PSG à l'époque où Lens jouait au Stade de France. Puisque leur stade était en travaux. Et un certain soir de Lens PSG, je me retrouve en première ligne à me faire matraquer parce qu'en fait, on n'a pas le droit de rentrer dans le stade alors qu'on a nos places. Et voilà, donc des physiques, mentales, juridiques. Enfin bref, c'était un vrai combat de tous les instants. Et en fait, notre vie presque tournait que autour de ça. Et voilà, et j'ai la chance que ma femme, elle m'a pas suivi là-dedans, mais elle m'a soutenu, elle m'a jamais vraiment embêté par rapport à ça. Bon, il y a eu quelques disputes évidemment, mais elle m'a jamais vraiment embêté par rapport à ça. C'est peut-être pour ça que je l'ai mariée d'ailleurs, mais pour le coup, ouais, vraiment, elle a été impeccable avec ça. Et c'est vrai que c'était pendant 4-5 ans là, c'était vraiment quelque chose de fort parce qu'on a vécu des choses folles. Ouais. Alors justement, tu dis que c'était un combat contre le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, cette chanson devient l'hymne quasiment du club, mis avec un orchestre avant chaque match. C'est un peu bizarre, non ? C'est paradoxal. Après, on fait tous des erreurs. Le club, je pense, au bout d'un moment, s'est rendu compte que le Parc des Princes pouvait plus continuer comme ça. Et je ne vais pas dire si on veut passer un palier sportivement, mais si on veut créer quelque chose autour du club, il faut aussi qu'il y ait une ambiance. Il faut aussi qu'il y ait quelque chose dans un stade. Et il fallait retrouver ça. Et après, on a aussi, nous, fait des concessions à l'époque, quand il y a commencé à avoir des discussions avec le PSG. Alors moi, je n'ai pas du tout aidé dans ces discussions, mais j'entendais tout ce qui se passait par d'autres personnes. Il y a eu des discussions qui ont été faites, il y a eu beaucoup de concessions au départ, ce qui est normal. En fait, il fallait se dire, soit maintenant on continue dans le combat et on lâche pas parce qu'on veut revenir à 100% comme avant, mais clairement, après on a grandi, donc clairement, c'est pas possible de revenir comme avant. Donc il fallait faire des concessions, et le PSG en a fait aussi. Peut-être moins que nous, mais ils en ont fait aussi. Et ça a permis le retour des ultras, en tout cas des gens qui veulent animer la tribune au Parc des Princes. Et en fait, ce qu'on a fait pendant 4 ou 5 ans, c'était pas vain finalement. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Je sais que ça parle beaucoup sur les réseaux, etc. Les gens disent oui, c'est pas le virage d'Auteuil d'avant. Bah oui, ça ne sera jamais en fait. Ça ne sera jamais le virage d'Auteuil d'avant. Même s'il y a des gens qui ont connu aujourd'hui dans les groupes, etc., dans les leaders, il y a des gens qui ont connu le virage d'Auteuil d'avant, mais ça ne sera jamais parce qu'il y a eu un trou de 6 ou 7 ans avec des choses inimaginables pour ceux qui n'ont pas vécu ces choses-là. Parce que la dernière fois, je discutais avec un ancien de Saint-Étienne qu'on a rencontré dans un salon, bref. Et en fait, je lui disais, mais en fait, on a vécu des choses folles. Et en fait, les gens à l'époque se rendaient pas compte de ce que c'était. Et je pense que les leaders de l'époque se rendaient pas compte de ce qu'on vivait tous les jours. Alors eux, ils avaient complètement lâché et peut-être qu'ils avaient raison. Et du coup, aujourd'hui, oui, les tribunes ne seront jamais les mêmes qu'avant. Mais ces combats qu'on a menés, c'était pas vain.
Et on se retrouve aujourd'hui à être au Parc des Princes depuis maintenant plusieurs années. Et il faut reconstruire tout ça, et c'est pas facile. Et toutes les critiques qui sont faites envers le virage, parce que oui, il y a des choses qui vont être mal faites. En fait, c'est comme si on repartait de zéro, donc forcément, il va y avoir des choses qui vont être mal faites. On va vouloir peut-être faire des choses comme avant, mais en fait, les gens, c'est pas les gens d'avant, donc il va y avoir des choses qui vont se passer. Et encore aujourd'hui, ça se passe encore. Et en fait, c'est juste de l'apprentissage, c'est tout. Hein. C'est comme ça, et ça va. Je pense que ça va revenir au bout d'un moment où vraiment il y aura un respect. Même si il y en a un petit peu quand même, parce qu'on ne va pas se mentir, l'ambiance au Parc des Princes, même si c'est pas celle qu'on a connue avec 2 tribunes, etc. En déplacement, en parquage, toutes les équipes, que ce soit en Europe ou en France, hein, c'est une ambiance folle. On met l'ambiance partout, et les gens s'en rendent compte et ils disent ouais, les ultras du PSG quand même, c'est quelque chose. Donc il y a quand même cette reconstruction qui est faite, et je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est paradoxal d'avoir un hymne comme ça, mais finalement ça prouve bien que on peut effacer les choses du passé, entre guillemets, par rapport à ce qui s'est passé dans les combats, et avancer. Et en fait, on est des grands garçons, en fait, il faut y aller, quoi. Même s'il y a des choses qui se sont mal passées, il faut continuer et essayer aujourd'hui de revenir. Et je suis très content aujourd'hui d'aller au Parc des Princes avec ma fille et de l'emmener à Auteuil et qu'il y ait de l'ambiance. T'es abonné à Auteuil aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, je ne le suis pas plus. Mais j'ai toujours des amis qui le sont dans ce groupe de potes. Et en fait, comme certains peuvent pas y aller, hop, on y va, etc. On se refile des places. Et mes potes sont très sympas là-dessus, ils refilent souvent des places, et donc pour le coup on est vraiment là-dedans, et ça permet d'aller assez souvent finalement. Et alors en 2016-2017, vous êtes membre du Cup ou vous restez indépendant avec la BSP ? Non, on n'a jamais de mémoire. Si peut-être au tout début, quand ça a commencé à revenir, on avait fait les premiers assemblées, etc. On a été carté, je crois, la première année, et après on voulait vraiment notre indépendance. Ça a un coût aussi, hein. On peut pas sortir notre bâche en parquage, etc. Ça a un coût, c'est normal. Et du coup, non, on a toujours voulu être indépendant par rapport à ça, parce qu'en fait, on se disait qu'on avait construit juste notre truc à nous et qu'on voulait être juste entre nous. Et alors oui, on est toujours là en déplacement. La plupart du temps, il y a au moins 1 ou 2 gars qui sont là partout en Europe. Genre Belgrade, il y avait un gars à nous. Enfin voilà, on essaie vraiment de toujours un peu être là. On en a qui sont plus motivés que d'autres. Après, il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y en a qui ont des enfants. C'est toujours compliqué. Mais voilà, et on essaie d'être toujours là et d'avoir construit notre truc à nous. On se dit que c'est quand même cool, et même si on n'est que 10, on est un tout petit groupe, mais on connaît un peu de monde, et c'est plutôt cool de pouvoir être vu et de dire bah oui, c'est l'ABS, et on est tranquille à ce niveau-là, et ça permet après même de discuter avec certains, etc., et de parler de tout ça, et voilà, c'est vraiment cool. Alors je crois que pendant les années de contestation, tu as eu aussi un petit rôle, tu étais un peu le tambour. Oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de faire un peu de tambour à partir de 2012-2013, dans ces eaux-là, de faire un peu de tambour parce que j'aimais bien ça, j'ai toujours été attiré par ce truc-là, et vraiment j'ai kiffé pendant plusieurs années le faire. Je l'ai fait dans plusieurs stades, et c'était vraiment sympa. Je l'ai fait par exemple en Ligue des Champions à Bâle, donc le faire dans un stade en Ligue des Champions, qui était un des premiers déplacements du Cup, si ce n'est le premier. Ouais, je pense que c'était un des premiers déplacements officiels du Cup à ce moment-là. Et du coup, j'étais au tambour, et c'était vraiment cool. Et c'est un kiff, hein, vraiment, c'est un kiff de jouer et de coordonner un peu cette tribune. Donc, il y a 3-4 tambours autour de toi, et puis let's go, quoi. Puis après, j'ai lâché l'affaire parce qu'il y a des mecs qui sont 10 fois meilleurs, 100 fois, 1000 fois meilleurs que moi. Donc, c'était juste pour le kiff. Je l'ai fait plusieurs années quand il n'y avait pas grand monde finalement. Et après, il y en a qui sont 1000 fois meilleurs que moi. Donc, je peux pas me permettre de faire quoi que ce soit. Mais j'ai toujours mon tambour chez moi. Ma fille, de temps en temps, joue dessus. Voilà. Mais ouais, c'était une bonne période. Alors, tu nous as parlé des supporters, mais comment tu vois le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui ? D'aujourd'hui, en 2025, un Paris Saint-Germain différent, parce qu'on a connu l'ère Ibrahimovic, l'ère Messi, l'ère Mbappé, tout ce qu'on veut, Neymar, etc., avec des stars du Stras. Ça nous permettait quand même d'avoir des grosses stars au PSG, et puis voir un Neymar jouer au foot, même par rapport à tout ce qu'il a fait sur ses absences, ses blessures, etc. Peu importe, mais on a vu un magicien il faut se rendre compte, on a vu un magicien sur la pelouse, on a vu Messi sur la pelouse du Parc des Princes. Il faut se rendre compte de tout ça. Alors c'est super, mais ça n'a rien apporté niveau entre guillemets européen. Et niveau football, ces dernières années, on ne va pas se mentir, on s'ennuie un peu. Laurent Blanc s'ennuyait moins, mais aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on s'ennuie beaucoup quand même, malgré tout. Et même si on a vécu des choses, des émotions folles avec
avec la coupe d'Europe au mois d'août pendant le Covid. C'était dingue, en pleines vacances, etc. Mais c'était super. Mais non, j'étais pas au Portugal, j'étais en France. J'étais en France à ce moment-là. Mais en plus, ça se passait au Portugal, c'était à Lisbonne. Donc j'avais bien la haine de Payet, mais au final, les stades étaient vides. Donc finalement, voilà. Mais j'aurais pu y aller pour aller rencontrer les joueurs, peut-être devant les hôtels, etc. Bref. Et non, j'étais en France à ce moment-là, comme par hasard. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est en train de construire peut-être autre chose. Dans le foot en tout cas, par rapport à l'équipe, peut-être moins de stars, même s'il y a quand même des stars. Hein. Dembélé, ça reste une star. Marquinhos, entre guillemets, ça reste une star, même s'il a passé toute sa carrière presque au PSG. Ça reste des stars, mais pas des stars paillettes. Donc je me dis qu'on est en train de construire quelque chose de vrai dans le foot, et Enrique le fait, je pense, très bien. Je pense que c'est peut-être la personne qu'il fallait au PSG, qui met le foot avant les joueurs, vraiment. Donc une équipe avant la star. Mbappé l'a fait pendant des années, Neymar un peu avec Mbappé, les deux en même temps. Ibra aussi, on s'attendait que autour d'Ibra, même si on jouait à un football qui était quand même plaisant à cette époque-là. Mais ouais, je pense qu'on est en train de construire autre chose, et j'espère qu'on va continuer dans cette voie-là, et peut-être gagner la Ligue des Champions un jour. De toute façon, moi je ne vis que pour ça. Il y a de l'argent de côté qui est prêt que pour ça. Le jour où il faut acheter une place, même 2000 €, et on achètera une place même 2000 €, il n'y a pas de problème, mais il faut y aller, il faut l'avoir, et puis voilà, il faut le faire. Mais en tout cas, j'espère d'être encore vivant, ou encore assez jeune, entre guillemets, pour pouvoir le vivre. Alors justement, ça fait 25 ans que tu es abonné au Virage Auteuil. Comment tu perçois le fait que le PSG puisse éventuellement quitter le Parc des Princes ? Je pense que ça serait un tournant pour beaucoup, même pour la majorité des gens. Il y en a qui le veulent, qui disent oui, il faut qu'on construise quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, le PSG, c'est 3e ou 4e recette billetterie en Europe, donc devant d'autres énormes clubs, avec un Parc des Princes à 48, 49, je ne sais plus combien précisément, mais il faut se rendre compte de la chose. On a un stade qui génère de l'argent. Alors certes, on n'est pas propriétaire du stade, certes le Parc des Princes est ancien, il faut juste que la mairie de Paris accepte de le vendre. Je ne sais pas s'ils le feront, et je pense franchement pas. Mais si le PSG venait à quitter le Parc des Princes, moi personnellement, ça serait un gros tournant. Et peut-être que ça en serait fini du PSG que je connais. Et je n'irai plus au stade, ça c'est certain. Parce que je ne conçois pas le PSG ailleurs qu'au Parc des Princes, ça c'est clair. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Après, je peux comprendre que certains qui n'ont pas vécu des émotions folles au Parc des Princes, type PSG 20 ou d'autres choses, je sais pas, des PSG OM au Parc des Princes avec des ambiances de fou, des choses vraiment dingues. Je comprends que ces gens qui n'ont pas vécu ces émotions-là veulent un nouveau stade et se disent bah oui, il faut qu'on passe dans une autre ère et qu'on construise des stades comme le Bayern ou comme le Real ou comme Arsenal. Ok, pourquoi pas, mais en fait ça me correspond pas, et je regarderai peut-être toujours le PSG à la télé, mais ça sera pas avec la même passion, je pense. Et évidemment je n'irai plus au stade alors que j'ai passé 3/4 de ma vie au stade depuis mes 8 ans, 7 ans, et vraiment ça, je peux pas concevoir qu'on sorte du Parc des Princes. Moi c'est quelque chose d'impossible. Et alors, ce compte en banque pour la finale Ligue des Champions, si le PSG est plus au parc. Je le ferai quand même, je pense. Parce que ça reste le rêve d'une vie, et que j'ai vécu pour ça. Je n'espère que ça depuis des années. De toute façon, la finale ne sera pas au parc, elle sera ailleurs. Mais elle sera ailleurs, oui. Elle sera ailleurs, en tout cas, je pense. Elle ne sera pas au parc. Et du coup, j'irai, mais peut-être que j'irai pas si il existe encore des virages, si on change de stade, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je n'irai pas avec des ultras ou autres, j'irai vraiment au latéral, et peut-être que ma fille aura 15-16 ans et que je serai avec elle, j'en sais rien. Mais du coup, ouais, non, j'irai quand même, c'est certain. Et le collectif Ultra Paris qui dit qu'il ne sera pas la génération des supporters qui verra le PSG quitter le Parc des Princes, mais qui en soi n'est pas très actif dans cette contestation. Oh, ils ont été actifs, il y a eu des messages qui ont été passés. Il y a eu quelques banderoles, mais je pense que tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est dit vraiment officiellement, où voilà, ça y est, on commence, on va partir du Parc des Princes. Ce sera peut-être trop tard dans ce cas-là. Peut-être que ça sera trop tard, c'est vrai. Mais malheureusement, et dans ce qu'on a vu dans les années précédentes, le PSG, quand ils ont une idée en tête, c'est compliqué. Je pense que vraiment, ils voulaient peut-être rester au parc, racheter le parc, le moderniser, etc. Parce qu'il est vieux, il faut pas se mentir, le béton aujourd'hui, c'est pas ce qui marche le mieux, hein. C'est compliqué. Mais oui, peut-être qu'ils devraient plus contester, je sais pas, mais je suis pas à leur place. Donc voilà, mais en tout cas, je suis pas sûr qu'ils soient très contents qu'on parte de là.
Si tu devais me citer un président dans l'histoire du PSG qui t'a marqué particulièrement. Je peux pas citer Borelli parce que j'étais pas là. J'étais pas là, mais j'ai lu beaucoup de choses. Je me suis énormément, même pendant les années de contestation, surtout, je me suis beaucoup renseigné sur le PSG. Même si je connaissais l'histoire, etc., mais je suis allé un peu plus en profondeur, à lire des livres, à lire des choses sur vraiment qui était Borelli, etc. À l'époque, il y avait des forums où les gens racontaient leurs anciens déplacements. Pour ceux qui connaissent Mouvement Ultra, sur le forum à l'époque, avant que ça soit piraté dans les années 2010. Les gens racontaient les anciens déplacements, mais des pavés de je sais pas combien de lignes, etc. Et qui racontaient pourquoi Borelli c'était le meilleur président, parce qu'il les faisait rentrer en avion, parce qu'il avait fait, enfin bref, il y avait plein de choses. Si je devais citer un, je pense que je pourrais même pas en citer un. Au pire, je dirais Denisot, parce que c'est le début où moi je suis là, et c'est vraiment le PSG qui était fort, qui m'a fait aimer le foot et le PSG. Mais après, tous les présidents qui se sont succédés, malheureusement, j'ai aucun affect pour eux, que ça soit Bietri, même si aujourd'hui il est très très malade, mais que ça soit après derrière Le Prou, il y a eu comme Bazin, etc. Tout ça, évidemment, c'est des années qu'on veut pas oublier parce que ça fait partie du PSG, mais moi c'est des années qui ont été compliquées, autant dans le football qu'ailleurs. Et je ne veux pas me rappeler ça, donc je dirais Denisot parce que c'est vraiment là où j'ai commencé. C'était affectif. Ouais, exactement. Alors si tu devais me citer un entraîneur du PSG. Un entraîneur. Ah, c'est dur, hein. Parce que à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui m'ont marqué, vraiment presque aucun. À part peut-être, juste pour l'image, Camboiré, mais un entraîneur du PSG, non, franchement, je peux pas en citer vraiment. Camboiré qui est parti pour mettre Ancelotti. Oui. Qui faisait une très bonne saison d'ailleurs quand il est parti, mais comme un autre dans les années 2000 aussi, on était deuxième et il se fait virer pour mettre je sais plus qui, mais si je devais en citer qu'un, je dirais Camboiré parce que c'est Camboiré pour l'image. Ancelotti, je l'ai rencontré à l'aéroport de Barcelone d'ailleurs, quand on rentrait de Barcelone, où on s'est fait recaler. Très gentil, très sympa, et je pense qu'on aurait dû le garder, qu'on jouait un vrai football avec lui, donc au pire je dirais Ancelotti, mais je suis pas dans l'affect d'entraîneur ou même de président, même si Denisot ou même Borelli, je sais que ça peut être très affectif parce qu'ils ont marqué une génération de supporters à l'époque par rapport à leurs actions, même Denisot, hein, qui faisait des actions vraiment pour les supporters. Donc voilà, mais sinon j'ai pas vraiment d'affect, mais si je devais en citer qu'un, je dirais Ancelotti. Et d'accord. Et puis Camboiré, c'était le fil rouge avec le premier match du papa au PSG Real. Exactement. C'est exactement ça. En tant que joueur. Alors justement, si tu devais me citer un joueur du Paris Saint-Germain. Un seul joueur, je dirais Paoletta. Ah, j'allais le dire. parce que c'est les années où moi donc c'est 2000, il arrive en 2004, je sais plus, 2004 je crois. Il arrive en 2004 et puis c'est quand je suis en plein dedans en fait. Je suis en plein dedans et puis il est portugais. Et puis moi j'aime le foot, donc j'aime le Portugal, et j'aime tout. Donc du coup Portugal plus PSG évidemment c'est quelque chose de fou, et il nous a marqué une génération, parce qu'en fait de 2004 à 2008 quand il part, il marque quand même plus d'une centaine de buts avec le PSG, des buts très importants. Même très très important. J'en ai un en tête à chaque fois, c'est celui-là qui me revient, je sais pas pourquoi, mais c'est le Nantes PSG demi-finale de Coupe de France, avant le fameux PSG-OM en finale de Coupe de France, qui met une reprise de volée, le ballon lui arrive dans le dos, il voit jamais le ballon, il arrive à mettre une reprise de volée petit filet opposé, et évidemment ses buts contre Marseille, les enroulés, contre Barthez. D'ailleurs contre Nantes, c'était aussi contre Barthez je crois, cette reprise de volée qui était du coup à Nantes, Barthez, mais donc Barthez qui a pris très très cher face à Paoletta. Mais ces buts face à l'OM, et c'est ce but-là, je sais pas pourquoi, c'est celui-là qui me revient en tête, mais c'est vraiment... T'étais à la Beaujoire ? Non, j'étais pas à la Beaujoire. J'étais pas à la Beaujoire ce soir-là, j'y étais là quelques années après, mais pas cette année-là. Et je sais pas pourquoi ce but-là me revient sans cesse en tête, et je le trouve dingue en plus comme but, et il nous offre la finale contre l'OM, qu'on gagne derrière, donc c'est encore plus... il y a encore un symbole encore plus fort. Effectivement, c'était un but magnifique. Alors, Portugais, il n'y a pas eu que Paoletta au PSG. Il n'y a pas eu que Paoletta. Et aujourd'hui, on a beaucoup. On a quand même fait une période de disette où entre 2010 et 2017, il n'y en avait pas eu beaucoup, même voire aucun. Et puis après, on a vu d'autres arriver, mais il y en a eu beaucoup au PSG avant Paoletta, bien sûr. Mais oui, Paoletta, ça m'a marqué. Mais aujourd'hui, des João Neves, des Vitinha, Nuno Mendes dans une moindre mesure, même si je l'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, moi, João Neves, qui vient de Benfica en plus, je le trouve fantastique. J'ai l'impression de voir un joueur des années 90-2000 en train de jouer au foot, alors qu'il a 19 ans, 20 ans.
Donc ouais, j'ai toujours un affect particulier pour les Portugais au PSG. Même Danilo, quand il était là, ça restait un Portugais. Donc moi, je l'ai toujours un peu défendu, même si il a eu des très bons matchs, hein, mais il a eu des matchs quand même catastrophiques. Mais je l'ai toujours un peu défendu parce que je défends mon pays, je défends le Portugal et évidemment je défends le PSG. Mais ouais, j'aime bien quand il y a des joueurs du Portugais au PSG. Ouais. Et Ramos aussi de Benfica. Et Ramos, oui, je l'ai pas cité, et qui vient aussi de Benfica en plus, qui joue beaucoup moins malheureusement, mais qui est quand même, je pense, très bon. Mais aujourd'hui, dans le système d'Enrique, c'est pas forcément ça. Mais voilà, j'ai toujours cet affect-là pour les Portugais. Puis 2010-2017, tu t'en fous, de toute façon, tu pouvais pas voir les matchs. Déjà, on pouvait pas voir les matchs, ou alors très peu. Et ouais, effectivement, c'est vrai. Et je crois que c'est le premier déplacement où il y a un Portugais, ou sinon que je me souvienne, c'était à Dijon, je crois, c'était Gonçalo Guedes, qui venait juste d'arriver. Et de Valence, il venait de Valence, ouais, exactement. Et j'ai essayé de lui demander son maillot en portugais. Bon, il m'a jamais entendu, malheureusement. Mais j'essayais toujours ça. Et à l'époque, quand j'allais au camp des loges et j'ai rencontré Paoletta, je lui ai parlé en portugais. Donc ça a aussi fait que derrière, il y a toujours de l'affect pour lui. Donc voilà. Parce que Guedes a un petit peu moins marqué. Oui, là, carrément pas, on peut le dire. Hein. Même si je l'aimais bien, hein, ça restait un portugais. Mais t'es pas mauvais. Mais... Oui, voilà. Si tu dois me citer un match dans l'histoire du PSG. Un match au parc. Un match au parc. Waouh. Je dirais que le plus fou que j'ai vécu, c'est PSG 20. Soit l'avant-match, le match, l'après-match. L'avant-match, on se fait gazer dans tous les sens. On se retrouve dans une cour, dans un hall d'immeuble avec une dame qui nous met des gouttes dans les yeux parce qu'on a de la lacrymo partout. Et c'était fou. Les Hollandais qui débarquent dans Jambouin, ça saute les grilles, etc. C'était dingue. Et le match en lui-même, j'étais pas hôté parce que j'étais abonné, mais je venais de commencer le travail. Mes parents voulaient pas me payer l'abonnement et je gagnais que 700 € par mois en alternance. Donc je pouvais pas me payer l'abonnement complet. C'était pas aussi cher à l'époque. Qui était pas très cher. Mais l'abonnement, je crois, ces années-là, l'abonnement juste championnat, je le payais, je crois, 180 €, quelque chose comme ça. Mais j'avais pas l'Europe avec. J'avais pas les Coupe de France et Coupe d'Europe. Et donc j'avais que le championnat, mais je me débrouille quand même pour trouver une place pour moi. Et on était avec 2 ou 3 amis de ma ville, et on se retrouve là-dedans, embarqués dans tout ce qui se passe avant. Mes amis qui n'allaient pas forcément au stade. Donc ce match-là, autant te dire que c'était compliqué. L'avant-match, en tout cas, ça a été compliqué, mais après le match, juste fou, le scénario, le fait qu'on suive sur les téléphones, alors qu'à l'époque, les réseaux sociaux, c'était pas vraiment encore ça, et on suivait sur le téléphone un peu à l'arrache. Ah ouais, ils ont pas marqué, etc. Il faut qu'on marque un 4e but. Enfin bref. Et ça dépendait du score de l'autre match. De Santander, je crois. City, Santander, ouais, je crois, c'était quelque chose comme ça. Et je me dis, waouh, si on met le 4e but, c'est dingue. Et on est juste de marquer. Et donc tout le monde regarde son téléphone. Et puis ça, je sais pas, il y a une espèce de brouhaha dans le parc à ce moment-là. C'est plus des chants, c'est juste de la poussée. C'est de la poussée en fait. On crie. Et j'ai des frissons là, mais ce bruit, alors que le stade n'était pas plein. Hein. Ouais. Le stade n'était pas plein, mais j'avais l'impression qu'on était 200 000. Et quand Louis Ndoulaye marque, j'étais en tribune G à ce moment-là. Quand Louis Ndoulaye marque, c'est n'importe quoi. On se retrouve sans dessus dessous, j'ai des jambes qui partent dans tous les sens, tu fais des câlins à des gens que tu connais même pas, c'est n'importe quoi. Et le brouhaha du parc pendant les 5 minutes là, j'ai l'impression que le parc il était en élévation, qu'on était au-dessus de la terre et on regardait la soucoupe volante. Exactement, c'est exactement ça. J'avais l'impression qu'on était en l'air et en fait rien pouvait nous toucher. Donc si je devais citer un match au parc, je pense que ça serait ça serait celui-là, je pense. Alors si tu devais me citer un déplacement dans lequel tu es rentré dans le stade, si possible. Je dirais je dirais mon premier, parce que ça marque toujours. Donc mon premier, le Havre PSG, je dirais que ça marque toujours. En plus, c'est un peu une nouvelle génération. Il y a O'Haro qui arrive, il y a Julie, il y a Makelele, enfin un truc un peu bizarre, alors qu'on venait de jouer des années de disette derrière, enfin disette pas en trophée, mais vraiment dans le championnat c'était compliqué. Là on se retrouve avec O'Haro, Julie, on gagne des matchs, etc. Et c'était fou. Donc je dirais celui-là, parce que c'est mon premier. Mais si je devais en citer un autre... Le Lyon PSG aussi, le 4 partout. Pour le scénario et pour l'ambiance dans le parkage, qui était en fait le premier parkage où je me suis dit waouh, en fait on peut refaire ce qu'on faisait avant finalement. Et moi je pense que ce Lyon PSG c'est un tournant. C'est un tournant autant dans mon parcours perso parce que je me dis waouh, on peut créer quelque chose, et autant dans le parcours ultra parce qu'en fait c'est à partir de ce déplacement là aussi qu'on nous coupe tout. Donc voilà, mais c'est un tournant énorme pour tout ce qui se passe dans les années suivantes, autant pour les supporters que aussi même dans le foot. Enfin je sais pas, je me souviens de Sirigu qui attrape Maxwell juste devant nous et qui fait ça quoi. Donc c'était dingue. Si tu avais un mot de la fin à adresser à qui tu veux, ce serait quoi?
Un mot de la fin, je l'adresserai à tous les supporters, on va dire, quel que soit l'âge, que le PSG, c'est quelque chose de différent. En tout cas, je pense. On vit des choses folles, que ce soit en bien ou en mal, vraiment. Donc, ne jamais lâcher et toujours encourager, si on peut citer le chant. Il faut jamais lâcher l'affaire. Bon, on va peut-être changer de stade, donc ça va être différent. Je peux pas avoir ce discours-là, mais aujourd'hui, si on doit rester au Parc des Princes, etc., on va vivre des défaites, on va vivre des victoires. Il faut jamais lâcher, même si aujourd'hui, une personne a 15 ans et qui commence vraiment à supporter à fond le PSG, etc., il faut jamais lâcher l'affaire. C'est comme ça qu'on se construit aussi. Et si j'ai un autre message, c'est pour le PSG, j'espère qu'ils ne partiront jamais du parc. Parce que ça serait très très compliqué. Très très compliqué pour beaucoup de monde. Beaucoup de monde que je connais, mais aussi que je connais pas et que j'entends parler, que ça soit dans la rue, à la radio ou ailleurs, dans les tribunes même. Si on part du parc, ça serait une catastrophe, je pense. Ne jamais rien lâcher, un slogan qui correspond pas mal à ton parcours. Ouais, franchement ouais, parce que j'ai vécu de belles années à Auteuil avant. C'était facile, on allait au parc, c'était facile. Et après, il a fallu rien lâcher pendant la contestation, même si plusieurs fois je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là. Après Barcelone PSG notamment, on rentre pas dans le stade alors qu'on a dépensé l'avion, l'hôtel, le billet de stade, etc. Où on dépense des sommes folles alors qu'on gagne pas. Moi à cette époque-là, je gagnais pas des milliers, des cents, et on dépense presque des salaires entiers, pas loin en tout cas, pour des déplacements où on rentre pas dans des stades. Donc il a fallu jamais rien lâcher, toujours avancer. Et voilà, et aujourd'hui ça a payé parce que on a des ultras au Parc des Princes, et aujourd'hui c'est ce qui m'importe, et que ça se passe bien surtout, qu'il n'y ait pas de tout ce qui se passait avant au Parc des Princes, et que ça continue comme ça, et qu'on avance dans ce sens en tout cas, et que dans les années à venir on soit encore meilleur, parce que c'est que de la construction actuellement, même si ça fait quand même presque 10 ans qu'ils sont là, mais il a fallu éduquer une nouvelle génération, etc. Donc ils vont continuer à avancer, je pense. Et jamais lâcher le Parc des Princes. Exactement, et j'espère que ça n'arrivera jamais, et franchement je le souhaite pas au PSG en tout cas. Merci Kevin Ribeiro. De rien. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.